Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, ce matin, l'Assemblée nationale a ouvert sa session ordinaire unique 2025-2026. Annoncé pour cette session le projet de résolution visant la mise en accusation de Macky Sall, une première historique au Sénégal qui soulève de vives inquiétudes sur l'avenir de la stabilité politique. Bougar Diouf met en garde, c'est tout un pacte républicain qui, selon lui, pourrait être fragilisé. Et puis, pendant ce temps, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption tire la sonnette d'alarme dans son rapport de 2024. De nombreux scandales touchent l'emploi, la santé et les collectivités locales, avec plusieurs dossiers transmis à la justice. Par ailleurs, la déclaration de patrimoine reste insuffisamment respectée, avec seulement 55% de conformité. Et enfin, une avancée majeure marque les relations entre le Sénégal et le FMI. À Washington, le ministre des Finances, Cherdiba, a rencontré Kristalina Georgieva pour finaliser un nouveau programme de partenariat. Une mission technique arrive bientôt à Dakar, annoncée pour la semaine prochaine, ouvrant une nouvelle ère de coopération. Voilà tout par l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale a donc ouvert ce matin la session ordinaire unique 2025-2026. Un projet de résolution captive les attentions depuis son annonce, celui visant la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall qui serait inscrit à l'ordre du jour de la session parlementaire en cours. Mohamed Aïb Dafé, président du groupe parlementaire de la majorité PASTEF, précise que la procédure suit son cours normal et devra passer par l'étape de recevabilité avant examen en plénière. Il souligne l'importance de respecter les règles strictes de la Haute Cour de justice, désormais pleinement installée sous la 15e législature dans le cadre des réformes institutionnelles et la lutte contre l'impunité. Une annonce qui a fait réagir Bougar Diouf, qui ne cache pas son inquiétude. Selon lui, cette démarche risquerait de porter atteinte aux valeurs républicaines du Sénégal et de fragiliser la stabilité politique du pays. Il appelle à une préservation de l'unité nationale, le dialogue et la paix, rappelant que jamais un chef d'État sénégalais n'a été accusé par son successeur, un principe qui a garanti la démocratie sénégalaise depuis plus de 6 décennies. Pendant ce temps, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption dresse un état des lieux sans complaisance dans son rapport d'activité pour l'année 2024. L'OFNAC révèle plusieurs scandales touchant des secteurs sensibles comme l'emploi, la santé ou encore les collectivités locales. Plusieurs dossiers ont été transmis à la justice, tandis que la déclaration de patrimoine reste encore peu respectée. Seuls 55% des agents concernés s'y sont à ce jour à donner. 4 aura marqué un tournant dans la lutte contre la corruption au Sénégal. Selon le dernier rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, alors dirigé par Serigne Bassirou Gueye avant sa dissolution, l'institution est entrée dans une phase offensive. Plus d'enquêtes, plus de dossiers transmis à la justice et une vigilance accrue dans les secteurs sensibles comme l'emploi, la santé et les collectivités territoriales. Côté répression, plusieurs affaires majeures ont été transmises au procureur du pôle financier. Parmi elles, une escroquerie présumée à la direction de l'emploi portant sur 8,6 millions de francs CFA, impliquant des agents publics et des présumés complices du secteur privé. À Saint-Louis, l'ancien directeur de l'hôpital régional est visé pour détournement de matériel médical, escroquerie sur les deniers publics et fraude fiscale. Son agent comptable est accusé de paiement irrégulier et non-respect des règles de bancarisation. Dans la commune de Kanen Diop, le maire est épinglé pour une gestion frauduleuse d'au moins 31 millions de francs CFA. Et dans les districts sanitaires de Kumpentum et Bambey, des médecins-chefs sont accusés de détournement, blanchiment de capitaux et faux administratifs. Côté prévention, l'OFNAC a élargi son champ d'action. En 2024, 366 nouveaux responsables publics ont été recensés dans le dispositif de déclaration de patrimoine, portant le total à 1766. Mais seuls 55% d'entre eux sont actifs et les maires n'affichent qu'un taux de conformité de 41%. Entre répression et prévention, l'OFNAC, dirigé jusqu'à sa dissolution par Serigne Bassirou Gueye, aura marqué son passage par une offensive sans précédent contre la corruption. Mais alors que l'institution tire sa révérence et est remplacée par une autre, une question demeure. Qui reprendra le flambeau de cette croisade contre l'impunité ?
Nous l'annoncions dans les titres, une étape décisive a été franchie dans les relations entre le Sénégal et le FMI. En déplacement à Washington, la délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances a été reçue par la directrice générale du fonds. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions en cours pour la mise en place d'un nouveau programme de partenariat après les turbulences dernièrement. Selon le ministère des Finances, les deux parties affichent désormais une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d'une réunion du conseil d'administration du FMI. Une mission technique est d'ailleurs attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour finaliser les termes de l'accord. Le gouvernement salue alors un dialogue constructif porteur d'une nouvelle dynamique de coopération avec l'institution de Bretton Woods. En attendant, le coût de la vie continue de progresser avec une inflation mesurée à 2,6% en glissement annuel au mois de septembre 2025 selon l'indice harmonisé des prix à la consommation. Une hausse portée en grande partie par les produits alimentaires, les services de restauration ou encore les boissons alcoolisées et le tabac qui enregistrent les plus fortes augmentations. Si certains secteurs comme les télécommunications ou les soins personnels connaissent un léger recul, l'inflation sous-jacente reste soutenue à 4,8%, un contexte qui pèse particulièrement sur le panier des ménages, notamment en milieu urbain. Pendant ce temps, une mesure qui suscite incompréhension et inquiétude. L'arrêté ministériel interdisant la circulation et le stationnement des chariots dans certaines zones urbaines qui ne passent pas inaperçues. Si les acteurs du secteur affirment avoir pris acte de la décision, ils déplorent toutefois un manque de concertation et de dialogue et un délai d'application jugé trop court pour ces professionnels. Souvent en situation de précarité, cette interdiction risque d'aggraver leur vulnérabilité. Plus que 2 jours avant l'entrée en vigueur de la mesure interdisant la circulation et le stationnement des chariots de vente de produits alimentaires ou quelques marchandises que ce soit dans certaines villes du Sénégal, les personnes concernées disent avoir pris acte de l'arrêté ministériel mais déplorent une mesure prise à la hâte. Nous sommes d'accord qu'on doit mettre de l'ordre dans ce pays. Mais il y a eu un peu de précipitation dans cette décision du ministre. Au Sénégal, la plupart des jeunes sont dans l'informel. C'est quelque chose qu'ils vont prendre en compte. Il dénonce également une décision prise sans concertation, alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui s'activent dans le secteur ciblé. Il fallait des concertations, au moins un mois avant, ou bien une bonne communication. De ce fait, tout le monde allait se préparer à l'avance. Mais là, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Les impacts seront multiples car beaucoup d'entre eux risquent de voir leur business tomber à l'eau. Ça va être très compliqué. C'est ici que je gagne ma vie. Si le ministre décide de déguerpir, qu'est-ce qui va arriver après? Mais en tant qu'étranger, je suis obligé de me plier à cette décision. Considérant que le délai imparti est très court, les propriétaires de chariots demandent un prolongement en attendant de trouver un endroit mieux adapté. C'est pas un endroit pour vendre, mais on n'a nulle part où aller. Il faut qu'on nous laisse un peu de temps. Il faut aussi élargir les marchés, comme ça on va quitter la rue. Dans son arrêté, le ministre précise que cette interdiction participe à la préservation de l'ordre, de la tranquillité et de l'hygiène publique et pour garantir la fluidité de la circulation. Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Saint-Louis sont les départements particulièrement concernés. Dans le registre de la justice, le tribunal de Pikine Guédiawaye a rendu son verdict dans l'affaire Omar City, une vaste escroquerie immobilière qui a fait plus de 500 victimes abusées par la promesse de logements sociaux fictifs. Le principal accusé, Abdoulaye Mamadou Guissé, président de la structure mise en cause, écope de 2 ans de prison ferme et devra indemniser les parties civiles. Son collaborateur est également condamné, tandis qu'une autre prévenue accusée d'usurpation d'identité est relaxé, un dossier lourd dans lequel la justice commence à faire la lumière alors que de nouvelles victimes continuent de se manifester.
Sur un autre registre, 30 ans au service de la sécurité électrique, la filiale technique de la Sénélec, Proquiélec, a célébré 3 décennies d'engagement en faveur de la qualité des installations électriques au Sénégal. Cette filiale spécialisée dans la sécurité électrique revendique 10 000 artisans formés et plus de 600 000 vérifications techniques. Elle annonce alors la création d'un centre de formation et d'un laboratoire d'excellence. Un gâteau qui a fait 30 ans. 30 ans de bons et loyaux services au profit de la sécurité des populations, des biens et des infrastructures. Depuis sa création, Proquiélec s'est imposé comme un acteur incontournable de la sécurité électrique au Sénégal. Fruit de partenariats stratégiques, notamment avec la Sénélec et le COSUEL, l'association a su allier expertise, rigueur et innovation. Une réussite exemplaire digne de tous les honneurs. Nous accompagnons les distributeurs, les installateurs, les formateurs, les fabricants de matériel électrique pour que l'électricité ne soit pas un fléau, mais tout simplement un élément sûr au niveau des installations intérieures, au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des marchés surtout, mais également au niveau des industries. L'Association pour la promotion de la qualité des installations électriques intérieures n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En 3 décennies, plus de 10 000 artisans ont été formés et plus de 600 000 vérifications depuis 2021. Une dynamique de progrès que l'organisation compte bien renforcer. L'objectif est clair, faire plus et surtout faire mieux. Aujourd'hui, nous avons COSUEL qui s'occupe de l'installation intérieure, mais le matériel qui est installé au niveau de ces installations n'est pas aujourd'hui pris en charge. C'est là où nous aurons le maillot qui reste aujourd'hui au niveau de la sécurité électrique et le laboratoire va permettre d'assurer la conformité, d'assurer la qualité, mais tout cela sera sous-tendu par un centre de formation d'excellence qui est en fait Proquiélec Academy, où on va former, sensibiliser, renforcer les compétences des intervenants au niveau donc, du secteur de l'électricité. Impressionné par le parcours et les réalisations de Proquiélec, la représentante du ministre de tutelle a salué l'engagement et la vision de l'association. Elle a promis un accompagnement total afin que la souveraineté énergétique reste au cœur de la transformation nationale souhaitée par les autorités. Donc c'est vraiment le lieu donc, de renouveler tout notre accompagnement, dire que ce projet bénéficiera de tout l'accompagnement institutionnel requis. Le directeur général compte à lui. On est convaincu que l'excellence n'est pas une option, mais un impératif pour Proquiélec. Parlons à présent du Code sénégalais de la famille, adopté il y a plus de 50 ans. Il suscite toujours des débats. Certaines dispositions sont aujourd'hui jugées inégalitaires, notamment en ce qui concerne le mariage ou encore l'autorité parentale. À ce sujet, l'Association des juristes sénégalaises milite pour une réforme en profondeur. Plus d'un demi-siècle après l'adoption du Code de la famille, certains articles continuent de susciter la controverse. Parmi eux, l'article 111 qui fixe l'âge minimum du mariage à 16 ans pour les filles contre 18 ans pour les garçons. Autre texte en cause, l'article 277 qui confère l'autorité parentale principalement au père. Quand on parle de l'article 111, par exemple, il y a beaucoup de conséquences qui sont les décrochages en milieu scolaire, des maladies comme les fistules, parce qu'on a remarqué que les filles qui sont mariées à bas âge ont des conséquences très négatives sur la santé. Maintenant, en ce qui concerne l'article 277, quand une maman veut avoir une autorisation pour faire soigner sa fille ou son enfant, elle rencontre beaucoup de difficultés. C'est aussi le même cas quand on va voyager avec son enfant. Selon l'Association des juristes sénégalaises, ces inégalités ne reflètent plus les réalités sociales d'aujourd'hui. L'ASIES a ainsi lancé un plan triennal de 2025 à 2028 pour promouvoir l'égalité dans le droit de la famille et réduire les discriminations envers les femmes et les enfants. Effectivement, on souhaite un amendement de ce code de la famille. On sait que ce n'est pas facile d'avoir une réforme parce que dès l'instant, il ne faut pas oublier que le code de la famille de 212, on a eu la loi sur la nationalité qu'en 2013. Et à l'instant où je vous parle, il y a un atelier qui se passe à Saly qui concerne la même thématique. C'est pour dire que l'État
va prendre des engagements, des assurances vraiment pour changer une partie de ce code de la famille. Pour cette deuxième étape du plan, un panel de haut niveau a réuni juristes, imams, sociologues et autres acteurs. Objectif, montrer qu'il est possible de concilier tradition, religion et égalité des droits dans la société sénégalaise. Les musulmans du Sénégal, notre doustour, notre référence, c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Une virgule ne se changera. Quant aux muamalat maintenant, les rapports qui nous régissent, nous, dans la société, donc qui sont l'œuvre des humains, nous pouvons effectivement les réviser, les revoir pour que chacun y trouve sa partie. À travers ce plaidoyer, l'ASIES espère aboutir à un amendement du Code de la famille, une manière de corriger une réalité juridique restée très longtemps inchangée, celle d'une inégalité persistante entre hommes et femmes aux yeux de la loi. Dans la page sport, une victoire nette, un public conquis et un billet validé pour la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal a donc frappé fort ce mardi soir à Diamniadio en s'imposant 4-0 face à la Mauritanie dans une ambiance électrique. Sadio Mané, une fois de plus décisive, une nouvelle fois, a montré la voie en signant un doublé bien soutenu par Iliman Ndiaye et Habib Diallo. Grâce à cette démonstration de force, les Lions de la Teranga terminent donc en tête de leur groupe, invaincus avec des statistiques impressionnantes et s'offrent leur troisième participation consécutive à une phase finale de Coupe du Monde. Et c'est donc une qualification qui fait du bien et les Lions ne cachent pas leur joie. En conférence de presse, staff et joueurs ont salué l'engagement collectif et la ferveur du public sénégalais. Que ça allait être un match difficile, un derby contre la Mauritanie. On avait vu au match aller que ça allait être... C'était pas une chose facile parce qu'ils nous ont mis vraiment en difficulté. Là, ils sont venus avec leurs armes. Mais comme Crépin l'a dit, la détermination, les joueurs étaient à 100%, ils ont tout donné sur le terrain. Ils voulaient faire plaisir au public sénégalais, à son peuple, au président, au gouvernement qui était présent aujourd'hui. Et je pense que tout le monde peut être fier de cette équipe, fier de ses joueurs, fier de vos petits frères. Parce que vraiment, ils ont tout mis, ils ont donné leur corps. On l'a vu avec Edouard Mendy au match aller où il s'est blessé. Donc je pense que les joueurs, quand ils viennent dans la tanière, ils sont prêts à donner tout, c'est-à-dire leur corps, leur sang et même un peu plus. Donc aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a fait et Inch'Allah, c'est de bon augure pour le futur. Et cette belle victoire, elle porte la signature incontournable de Sadio Mané, un doublé dans un coup franc somptueux pour faire taire les critiques. Écoutez l'analyse du coach adjoint Teddy Pellerin qui revient sur la performance du numéro 10. Je pense que Sadio l'a fait tout seul ce soir, de rassurer tout le monde par rapport à ses performances sportives. Bon, moi je suis vraiment pas très réseaux sociaux, donc je vous avoue que je suis un peu loin de tout ça. Je suis désolé. Mais par contre, moi je vis à l'intérieur de la tanière depuis 10 ans. Je sais ce que Sadio a apporté à cette équipe nationale. Je sais ce qu'il a apporté à son pays. Je sais encore ce qu'il apporte à l'intérieur du vestiaire. Je connais son professionnalisme. Je connais son amour au pays. Je vois ce qu'il fait à l'entraînement. Sadio est hyper important pour nous et hyper important pour le groupe. Et je pense que voilà, la réussite, elle revient à tous sur cette qualification. Parce que là encore, comme je le dis, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait sur cette performance collective. Maintenant, Sadio n'a pas besoin de répondre. Voilà, Sadio Mané, j'ai pas besoin de louer ses qualités et tout ce qu'il a fait pour cette sélection. Donc Sadio est très important pour nous, on est très heureux de l'avoir, il est très heureux de vivre avec nous dans la tanière. Et on a la chance d'avoir un groupe qui vit, c'est facile à dire quand on gagne, mais très bien, mais on a la chance d'avoir des hommes avec des qualités humaines vraiment très fortes à l'intérieur de ce groupe. En zone mixte, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, s'est félicité de la qualification du soutien de l'État avant d'évoquer les prochaines échéances des Lions. Bon, ça peut-être on va évaluer, je préfère ne pas y revenir. Vous savez, nous sommes élus, ça fait pas longtemps. Moi j'ai pris service le 2 septembre. 2 jours après, il fallait organiser un match. Et après, il fallait sortir. Bon, tout s'est enchaîné. On a mis en place un système de ticketing en ligne. C'est une première. Ce n'était pas évident. Mais dans la vie, c'est comme ça. Il faut savoir prendre des initiatives et évaluer après. Et rectifier aussi s'il y a des erreurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Contre le Brésil, c'est déjà validé. Et nous sommes aussi en discussion avec les États-Unis, c'est très avancé pour le mois de mai. Ça, c'est pour la préparation de la Coupe du Monde. Mais probablement aussi, on va jouer avec une équipe africaine
Nous sommes en train de voir si ce sera possible de le faire ici au Sénégal. Voilà, mais ça demande beaucoup de moyens. Mais on va essayer de voir. Mais à défaut, peut-être ça va se faire en Europe. Et on reste au stade. Le soutien des chefs d'État aux Lions de la Teranga est une tradition bien ancrée de Senghor au jeu de l'amitié en 1963 à Macky Sall lors des mondiaux en Russie et au Qatar, en passant par Abdou Diouf à la CAN 92. Les présidents ont toujours été aux côtés de l'équipe nationale. Momar Cissé. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et la première dame Absa Faye étaient au stade Abdoulaye Wade pour suivre le match opposant les Lions du Sénégal au Morabitoun dans le cadre de la qualification de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026 devant se dérouler aux États-Unis. Un geste d'une haute portée du fait de l'enjeu de la rencontre, Diomaye, tel un 12e homme, était venu encourager les Lions qui ont offert un spectacle grandiose en battant la Mauritanie par 4-0 et déterminé leader de le groupe. Diomaye qui s'est dit satisfait de la prestation des poulains de Pape Thiaw. Cette présence de Diomaye rappelle bien que les chefs de l'État n'ont jamais manqué l'occasion de soutenir l'équipe nationale. En 1963, avec les Jeux de l'Amitié, les athlètes défilaient sur la pelouse toute neuve de Stade de l'Amitié devant le président Léopold Sédar Senghor, le corps diplomatique, les invités parmi lesquels se trouvent notamment Maurice Herzog, haut commissaire de la jeunesse, au sport, M. Avery Brundage, président du Comité olympique international. En 1992, après avoir lancé officiellement la compétition, Abdou Diouf, président de la République d'alors, assistait au premier match du Sénégal contre le Nigeria. À sa grande satisfaction, il est applaudi par l'ensemble du stade, composé à majorité de jeunes. Bien que les débuts des Lions sont pourtant chaotiques puisqu'ils perdent 1-0 face au Nigeria. En 2018, Macky Sall, le président de la République d'alors, s'est aussi rendu en Russie pour apporter son soutien aux Lions lors de la Coupe du Monde. Les Lions affrontaient la Pologne dans le cadre du premier match au stade du Spartak de Moscou le 19 juin 2018. Les Lions s'étaient imposés par 2-1. En outre, en 2022, Macky Sall, président de la République toujours, assistait au premier match des Lions face aux Pays-Bas le 21 novembre. Les Lions avaient été battus par les Pays-Bas sur la marque de 2-0. En guise de réconfort, Macky Sall s'était déplacé juste dans les vestiaires pour les encourager davantage. Avec cette présence aux côtés de l'équipe nationale, les chefs d'État trouvent l'occasion de réaffirmer le soutien indéfectible de l'État et du peuple sénégalais à l'équipe nationale. Très rapidement, à l'international, le Kenya qui a donc perdu l'une de ses figures politiques majeures. Raila Odinga, chef historique de l'opposition, est décédé ce mercredi matin dans le sud de l'Inde à 80 ans. L'homme politique aurait perdu connaissance lors d'une promenade avant d'être transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Une disparition qui marque la fin d'une époque pour le pays, tant son nom reste indissociable des grandes luttes démocratiques menées au Kenya. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parus ce mercredi évoquent la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde 2026 après une victoire conséquente aux dépens de la sélection mauritanienne. Selon Wolf Quotidien, le doublé de Sadio Mané et des réalisations de Iliman Ndiaye et Habib Diallo ont permis à l'équipe nationale d'empocher son ticket pour le prochain mondial. Hello Amérique titre le journal. Selon l'AS, qui considère aussi que Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Habib Diallo sont les grands artisans de la 4e qualification au Sénégal à la Coupe du Monde prévue aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Le journal précise que c'est la 4e qualification des Lions au mondial après 2002, 2018 et 2022. Les Lions se qualifient dans l'apothéose selon Sud Quotidien. Visa d'Amérique titre le journal. Selon Sud, après 2002, 2018 et 2023, l'équipe du Sénégal se qualifie dans l'apothéose à un mondial. L'Observateur n'y va pas par 4 chemins et titres. Le khalife des califes, il s'agit de Sadio Mané, auteur d'un doublé. Il a une nouvelle fois confirmé son rôle de leader des Lions. Diomaye, le président de la République, s'est dit très fier au nom du peuple sénégalais. Selon l'Observateur, Sadio Mané est un magnifique joueur de football, un esthète qui s'affranchit avec aisance et délectation du poids des années et n'a jamais semblé aussi sûr de sa force en pleine possession de ses moyens. Selon l'Observateur, selon Source A, le natif de Bambali, auteur de 49 buts et 26 passes décisives avec le Sénégal, a rappelé qu'il reste le phare de la tanière pour sa prestation majuscule contre les Miraboutounes. Point actu écrit, le maestro Mané et les Lions valident leur ticket pour le mondial. Record ne se prie pas et souligne qu'il y aura bel et bien un embarquement pour les
des États-Unis. Le quotidien lui souligne qu'avec ce succès qui vient parachever le parcours nickel des hommes de Pape Thiaw dans ces éliminatoires avec 0 défaite, sans compter que le Sénégal finit comme meilleure attaque des éliminatoires zone Afrique. Enquête en chaîne et souligne direction mondiale après avoir battu la Mauritanie par 4-0. Sadio Mané, porté en triomphe, a offert au Sénégal cette qualification. Outre le sport, Libération s'intéresse à une dénonciation explosive à l'OFNAC mettant en cause des membres de la famille Tarafa, une présumée affaire à milliards classée sans suite. Son Libération, il s'agit de prête-nom aux politiciens avec 50 milliards transférés à l'étranger d'une banque qui aurait blanchi 10 milliards par des présumés membres de l'ancien régime. Des graves accusations à l'origine de l'ouverture d'une enquête. Son Libération, dans son rapport 2024, l'OFNAC a classé sans suite car, dit-il, la justice est déjà saisie des mêmes faits. Tribune lui annonce le décès de Dial Mbaye, une légende s'en est allée, titre le journal. L'info en parle à sa une, Dial Mbaye tire sa révérence. Les Échos nous apprend que le porte-parole du Daïra Sop Serigne Babacar Sy Abdou a été tué par un des fils de son bailleur à Keur Massar. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Wolof est à suivre à 14h. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.